On va pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Aerospace Valley qui va être dédié au biomimétisme pendant 1 heure. Je suis Eric Gouard, donc je suis directeur délégué à l'innovation du pôle Aerospace Valley. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'examiner ensemble la question comment innover dans les filières aéronautiques et spatiales grâce au biomimétisme et quel potentiel peut offrir le biomimétisme pour vos projets d'innovation. Donc pour cela, on va avoir déjà une présentation des grands principes du biomimétisme, puis on aura le témoignage pratique de 2 acteurs importants des filières qui sont Airbus et le CNES. Et enfin, l'objectif final de ce webinaire, ce sera non seulement de vous informer sur ce qu'est le biomimétisme et le potentiel pour votre propre projet, mais aussi d'identifier les personnes parmi les auditeurs qui sont intéressés, qui souhaiteraient aller plus loin, puisqu'il y a des perspectives qu'on évoquera à la fin du webinaire, d'accompagnement pour faire notamment des ateliers d'idéation ou pouvoir même candidater à un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine qui vise à soutenir les entreprises dans leur démarche innovante sur le biomimétisme. Donc ça, on en parlera un petit peu en fin de webinaire, mais l'idée justement, ça va être non seulement de vous informer, mais d'identifier les intentions que vous pourriez avoir de vous lancer dans ces démarches-là. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table avec nos 3 invités, en passant la parole en premier à Félix. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc Félix Guéguen, je travaille pour le CEBIOS, qui est le Centre d'expertise en biomimétisme français. Et moi, je suis de formation biologiste et ingénieur aéronautique. Donc voilà, dans la logique de faire la passerelle entre ces 2 mondes. La mission de CEBIOS, c'est donc de développer cette approche d'innovation pour des concepts et des technologies soutenables et de la développer par la recherche, par l'accompagnement de projets industriels et vraiment de rendre disponible cette approche pour le monde industriel dont vous faites partie. Merci. Alors, je passe la parole à Maxime. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maxime Gauthier, je travaille à Airbus Opération, donc la division commerciale, avion commercial à Toulouse. Je suis ingénieur R&T sur l'intégration des moteurs et la nacelle en particulier. Et au-delà de ça, j'anime un réseau de personnes qui s'intéressent au biomimétisme ou ont déjà eu des expériences. Donc, je pourrais vous présenter un petit panorama de choses qui ont été réalisées au-delà de mon domaine de spécialité. Et j'ai déjà travaillé avec Félix aussi sur des cas particuliers, donc j'ai pu expérimenter moi-même la méthodologie. Parfait, merci. Alors, je passe la parole à Sylvain pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Michel, prénom Sylvain, du CNES Toulouse. Je suis à la direction de la stratégie et je suis en charge de définir, de piloter des actions en rupture dans le domaine de l'innovation et principalement au service d'une utilisation durable et sûre de l'espace. Donc, mise en place de l'économie circulaire en orbite, notre façon de le dire. Et comme vous allez le voir, j'ai la joie donc de vous faire part du témoignage des actions qu'on a pu mener principalement avec le CEBIOS et grâce au CEBIOS dans le domaine du biomimétisme et de la bioinspiration. Très bien, merci. Alors, quelques détails pratiques avant de se lancer dans les présentations. Donc, vous allez avoir une demi-heure de présentation grâce à nos 3 invités. Et ensuite, on prendra un temps d'une bonne vingtaine de minutes pour les échanges, les questions-réponses. Et pour cela, on vous invite à poser vos questions en ligne dans la rubrique questions qui s'affiche sur votre interface GoToWebinar. Et je relayerai vos questions à nos invités. À la fin du webinaire, vous recevrez un mail de remerciement pour votre participation dans lequel il y aura à la fois les planches PowerPoint qui vous seront présentées aujourd'hui et le lien pour le replay que vous pourrez donc voir ou revoir ou diffuser auprès de vos collègues qui pourraient être intéressés. Et dernier point, vous verrez dans ce mail-là, on vous mettra aussi une adresse mail à laquelle vous pourrez écrire si vous souhaitez déclarer votre intention d'aller plus loin, ce qu'on espère, et de participer à la suite du programme, c'est-à-dire des ateliers d'idéation sur ce sujet-là et potentiellement qu'on puisse vous accompagner pour déposer un projet d'innovation à l'appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais juste avant de passer la parole à Félix, je voulais remercier mes 2 collègues de la communication, Tiffaine Sauveur et Jennifer Deo, pour l'organisation de ce webinaire.
Allez Félix, la parole est à toi pour voir plus concrètement de quoi il s'agit quand on parle de biomimétisme. Merci. Donc effectivement, qu'est-ce que le biomimétisme? Donc je vais pendant un petit quart d'heure là vous donner des éléments en fait de contexte et laisser plutôt voilà, la présentation de projet concret à Sylvain et Maxime sur leur projet à eux. Et essayer de vous donner finalement des éléments au-delà peut-être des choses que vous avez dû entendre parler, dont vous avez dû entendre parler par ailleurs voilà, au cours de ces quelques slides. Donc le sujet, c'est de vraiment poser le constat que le monde vivant qui nous entoure existe depuis plusieurs centaines de millions d'années et que par la force de l'évolution et de la sélection des espèces, ces organismes biologiques, dans leur environnement, se sont adaptés à différentes contraintes, des contraintes physico-chimiques, etc., qui justifient que les stratégies qu'ils présentent pour réaliser leurs fonctions sont optimisées au regard de ces contraintes. Donc, ce sont des stratégies voilà, pour réaliser toutes les fonctions biologiques, de se déplacer, se nourrir, communiquer, réfléchir, etc. Voilà, le sujet, c'est est-ce que cette donnée biologique peut pas alimenter finalement la réflexion en termes d'innovation et d'idéation et de créativité, les ingénieurs et les designers des différentes entreprises, notamment du monde de l'aéronautique et du spatial, et bien sûr dans une logique de soutenabilité. C'est la grande différence potentielle entre le cahier des charges du vivant et le cahier des charges industriel, c'est que toutes ces stratégies et toutes ces structures et tous ces comportements, etc., présentent la particularité d'avoir une certaine soutenabilité. Et donc, c'est vraiment une diversité de stratégies dont je parle. C'est un mot assez générique et c'est volontaire. On peut parler de matériaux qui ont vraiment des spécificités très intéressantes en termes de hiérarchisation, de complexité, d'architecture complexe, multi-échelle, etc. On peut parler de la manière dont le vivant gère l'énergie, sa capacité à collecter de l'énergie solaire, à séquestrer du carbone, à avoir des processus efficients et sobres dans la consommation et l'utilisation de l'énergie. On peut aussi tout à fait parler d'information. Voilà, un organisme biologique, un quidam, est sensiblement voilà, une espèce d'enveloppe bardée de capteurs qui est capable de collecter l'information de manière optique, acoustique, chimique, etc., de la transmettre potentiellement à des centres nerveux, c'est-à-dire des endroits finalement où cette information sera traitée. C'est un peu de la computation, si vous voulez, informatique. Et puis voilà, tout un tas de processus de décision qui justifient que derrière on a une adaptabilité à des circonstances changeantes qui nous intéressent à plusieurs types. Et voilà, par ailleurs, du coup, effectivement, c'est ça qui nous intéresse dans cette démarche de biométier, c'est de tirer le constat que le cahier des charges des technologies et services du futur, donc de ce monde soutenable dans lequel on tend dans le cadre de la transition écologique, et bien converge à bien des égards avec ce que les systèmes biologiques finalement nous apportent et la manière dont ils questionnent nos technologies actuelles. Deux, trois exemples, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vais laisser mes collaborateurs CNES et Airbus voilà, plus préciser, mais pour vous donner une idée que on ne parle pas exclusivement d'innovation en termes de matériaux ou voilà, différents. Je veux brasser un petit peu le spectre des innovations possibles pour enfiler le biométisme, et au premier rang desquels peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu parler, qui est assez récent et qui est une solution plutôt organisationnelle. Donc on s'est dit, les oiseaux migrateurs volent en escadrille et bénéficient les uns les autres des interactions voilà, avec les flux d'air autour d'eux. On peut effectivement tirer parti ou réfléchir de la manière dont ces vols collectifs sont effectués dans un souci de gestion d'énergie et l'appliquer finalement juste à l'organisation typiquement de nos vols transatlantiques. Donc je laisserai Maxime potentiellement si ça fait partie de sa présentation. Mais voilà, on est sur une typologie d'innovation qui est plutôt de l'ordre organisationnel. On peut être aussi sur une typologie d'information de type capteur. Donc en l'occurrence, c'est une société que vous connaissez peut-être, une ancienne start-up qui s'appelle Prophecy et qui, eux, s'inspirent du fait que, enfin de ce qu'on appelle la vision neuromorphique. Donc c'est globalement notre système de vision, nos yeux, relié à la manière dont notre cerveau traite cette information optique. Et ce qu'on observe, contrairement à une caméra classique, conventionnelle,
c'est que nos yeux balayent donc un champ de vision et n'acquièrent pas toutes les données constamment à une fréquence de typiquement 24 images par seconde, mais finalement n'enregistre ou ne transmet que l'information qui change d'un plan à un autre. Et donc ça, c'est une solution qui est tout particulièrement frugale et efficiente, qui permet d'avoir des fréquences extrêmement élevées d'acquisition d'images notamment, et donc on appelle ça, vous voyez en bas à droite, une vision event-based, donc on s'intéresse qu'à ce qui change. Le monde du capteur bio-inspiré est extrêmement dynamique et voilà, on mise sur tous ces capteurs biologiques frugaux, compacts, dont voilà, tous les taxes biologiques sont dotés. Et bien sûr, voilà, le champ peut-être le plus dynamique dans le cadre du biomimétisme, qui est celui des matériaux bio-inspirés, où en l'occurrence, voilà, on se rend compte que malgré des atomes extrêmement simples et abondants localement, donc du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, etc., et malgré finalement un faible accès à des éléments chimiques très performants comme le titane, des choses comme ça, le vivant arrive à mettre en place des structures extrêmement performantes et à moindre coût et de manière très frugale et très efficiente. En l'occurrence, c'est une société américaine, donc avec un collaborateur français qui s'appelle Helicovid, qui tire parti de la structure très complexe de la crevette menthe que vous voyez à gauche, qui est un organisme qui est capable de résister à des chocs très importants et une des caractéristiques de ce matériau, de cette cuticule, c'est d'avoir une structure en feuillet, finalement, avec un certain décalage entre chacun des feuillets, vous pouvez voir au milieu, qui a été transposé finalement dans le champ de la manufacture de panneaux composites, avec ce même décalage qui a augmenté à masse égale les performances de ce matériau. Donc voilà très rapidement en fait les exemples que je voulais vous montrer, c'était vraiment cette notion de pouvoir finalement innover dans différents champs, des champs de matériaux, des champs de processus, d'organisation, de capteurs, voilà, etc., et que le biomimétisme ne se résume pas forcément uniquement à des innovations dans des enjeux de forme, comme par exemple effectivement les charclettes que vous avez sûrement en tête. Cette petite slide est là pour vous dire que, pour appuyer ou pour mettre en lumière le fait que au sein d'Aerospace Valley, mais de manière générale au sein des industries qui sont concernées, c'est-à-dire globalement toutes, cette approche est déjà explorée. Elle est déjà explorée soit de manière conscientisée, c'est-à-dire qu'il y a déjà des services ou des innovateurs qui se sont emparés du sujet, ou alors il y a déjà des initiatives qui, par effet domaine, en fait, se sont déjà inspirées du vivant, mais sans forcément avoir fléché ou alors avoir structuré une démarche autour de ce vivier d'innovation. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu d'acteurs comme la société, c'est vraiment de mettre en lumière et de structurer finalement ces démarches et les outils à disposition pour pleinement déverrouiller le potentiel de cette approche. Et si vous voyez de votre nom dans cette slide, il y a fort à parier que voilà, j'ai pu collaborer avec certains de vos collègues à différents égards, comme je regarderai par là. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le biomimétisme n'est pas uniquement une philosophie, un élément un peu vague d'inspiration vivante, c'est vraiment une méthodologie, une méthode d'innovation. Et c'est une méthode qui prend finalement en entrée une problématique technique, d'où le terme de problem driven, qui justifie que cet outil peut être systématiquement, dans un enjeu d'innovation technique, mobilisé pour explorer finalement, en termes de créativité et d'idéation soutenable, ce que le vivant a à nous proposer. J'insiste sur le fait que ce soit une méthode, un peu au même titre, si vous voulez, que la théorie du CK ou que le design thinking, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent ce genre d'approche, mais qui est vraiment du coup un outil dans la boîte d'outils d'innovation de chacune des sociétés qui souhaitent innover, avec un développement méthodologique que typiquement à Cebios on développe. Donc on a des chercheurs en interne qui finalement optimisent cette méthode au regard des enjeux industriels, bien sûr. Donc il s'agit de confronter cette expérimentation, cette méthode à vraiment des impératifs de terrain. Mais voilà, Airbus et le CNES reviendront là-dessus par la suite. Donc une méthode applicable systématiquement et qui finalement s'applique à différents types d'enjeux très larges, comme vous avez pu comprendre,
parce que le sujet, c'est de dire que voilà, le vivant est confronté à tout un tas d'enjeux fonctionnels. Des enjeux reliés à l'énergie, à transmettre en mouvement de manière efficiente, de gérer des frottements, de gérer des enjeux aérodynamiques, de gérer des enjeux de structure, de ratio, de masse sur performance, de transmission d'informations, etc., etc. Et tous ces enjeux auxquels le vivant a été confronté, eh bien, il a dû faire avec très peu de ressources dans des environnements contraignants. Et finalement, ce que ça a donné, ce sont des systèmes intégrés qui ont ciblé des compromis fonctionnels, enfin, voilà, qui fonctionnent au regard de l'évolution, qui justifient qu'aujourd'hui encore, on en observe voilà, des solutions voilà, adaptées à l'environnement. Voilà pour un peu le tour voilà, le panorama un petit peu de ce que veut dire le biomimétisme. Donc, je vous mets à disposition, vous aurez les slides par la suite, différentes ressources qui sont pertinentes pour creuser le sujet, aller un peu plus loin. 15 minutes, c'est quand même très très court pour balayer un petit peu ce que ça veut dire. Quelques vidéos pédagogiques Nature égale futur que je vous invite à voir, qui sont très bien faites et qui montrent un petit peu voilà, le panel de technologies ou d'innovations qui peuvent être générées par cette approche. Les ressources de notre partenaire qui s'appelle Miseco et qui est voilà, positionné sur l'exploration du biométisme pour le secteur aérospatial et défense. Et vous avez la fiche de revue d'opportunité, la biométisme aéronautique, qui est libre d'accès sur le site de Miseco, que je vous invite à consulter. Et un ensemble effectivement de reviews académiques ou qui est un écosystème académique très dynamique. Parce que tout l'enjeu du biomimétisme, c'est d'exploiter finalement cette donnée biologique qui a été générée et synthétisée par la communauté scientifique et finalement de la valoriser dans des processus d'innovation industrielle, de faire ce pont et sémantique et voilà, d'outils et de manières de réfléchir entre ces deux mondes qui, voilà, à bien des égards, ont des choses à échanger. Et à ce titre, la semaine prochaine, je serai à ECAS, qui est un séminaire d'innovation, séminaire congrès scientifique de sciences aéronautiques et spatiales à Lille, où je viendrai présenter voilà, une revue d'opportunités du biomimétisme pour les secteurs qui sont libres. Voilà pour mon intervention, je crois être dans les temps. Je vais laisser la parole à Maxime Gauthier de Airbus, qui va pouvoir parler un petit peu voilà, de ce que ça veut dire le biomimétisme chez Airbus. Peut-être un dernier petit mot sur le positionnement de Celios, qui est vraiment cette notion de faire du biomimétisme un outil supplémentaire dans la boîte à outils des ingénieurs et designers que vous êtes probablement, dans l'innovation de vos sociétés et pour faire face à tous les enjeux de la transition écologique pour le monde aérospatial. Et donc, sous différents axes, l'axe, comme je vous l'ai dit, méthodologique, adapter cette méthode à la réalité du terrain, un axe de consulting, de venir accompagner voilà, l'appropriation, vraiment transférer ses compétences pour le jour où voilà, tous les ingénieurs auront cette boîte à outils dans leurs mains. Ma société n'aura plus raison d'exister et nous disparaîtrons avec grand plaisir. Mais voilà, voilà un peu pour le périmètre d'action de ma société. Je te laisse la parole. Merci à vous. Merci Félix. Donc je prends le relais et je vais vous montrer quelques exemples de ce qui a pu se faire à Airbus. Donc Airbus, dans l'ensemble des pays qui composent Airbus finalement, France, Allemagne, Angleterre. Je n'ai peut-être pas d'exemple en Espagne, mais donc ça ratisse un petit peu large. Et donc ce qu'on identifie, c'est que le biomimétisme, comme disait Félix, c'est une voie vers l'innovation et la durabilité, l'innovation dans cette optique-là en fait. Donc je vais commencer par compléter un petit peu le vol en formation et je propose que je vous montre une petite vidéo qui est très courte et qui donne déjà le principe. Donc je lance la vidéo et je reviens vers vous juste après. Une seconde, ça charge. C'est parti.
je reviens sur mon écran. Donc du coup, voilà un petit aperçu de Fellowfly qui pour moi est le fer de lance un petit peu de ce qu'on fait chez Airbus en termes de biomimétisme. C'est d'autant plus vrai que dernièrement, il y a eu des campagnes d'essais en vol qui ont pu montrer des résultats. Et donc, ce que la vidéo a montré ici, c'était une première étape d'essai en vol, mais depuis, il y a eu un vol transatlantique qui a confirmé aussi le potentiel. Il faut savoir que quand on parle de 5-10% de consommation, c'est des montants qui sont vraiment très très hauts, très intéressants dans l'industrie aéronautique. On est amené à changer des moteurs pour atteindre des types de gains de ce type. Donc on est sur des choses vraiment valables. C'est des aventures par contre qui sont très longues finalement à développer. Ce qu'on a tracé ici, c'est que depuis 1995, il y a des premiers essais de laboratoires, d'académies, la NASA ensuite qui a utilisé le sujet, qui s'en est emparé, pour arriver finalement en 2020-2021 sur des démonstrations opérationnelles. Et encore, la suite, c'est du travail avec les acteurs plutôt de la gestion du trafic aérien. Donc c'est une idée simple, assez difficile à mettre en œuvre, parce que finalement la complexité réside plutôt dans le pilotage, la mise en place des avions les uns par rapport aux autres, le fait que les airlines puissent fonctionner ensemble, etc., et que l'espace aérien le permette. Donc il y a encore pas mal de travail là-dessus, mais techniquement, en tout cas, ça fait ses preuves. Et je trouve que c'est un bel exemple justement d'organisation, de collaboration entre appareils qui permet d'aller vers plus de durabilité. Ensuite, je vais continuer sur un sujet qui s'appelle Albatros One, qui est un sujet qui a été surtout travaillé en Angleterre pour l'instant, qui est la business unit qui s'occupe des ailes, et donc qui part du principe que pour avoir une aile efficiente, il faut une grande envergure. C'est le cas de l'Albatros. Et qui dit grande envergure dit grands efforts en bout d'aile, et donc structure soumise à de grosses sollicitations, y compris à l'emplanture des ailes. Et ce que fait l'Albatros, c'est qu'il a, lui, des mécanismes de blocage, déblocage de ses bouts d'ailes, des muscles carrément, qui sont adaptés à piloter le bout d'aile. Et donc, ça a été imité sur, ici, un avion à l'échelle 1/10. C'est du modélisme, mais le principe étant de pouvoir libérer les wingtips pour pouvoir alléger les charges dans le cas des manœuvres, dans le cas de turbulences. Et donc, la démonstration est faite qu'on arrive à avoir de grandes ailes, à condition, finalement, de grandes ailes très fines et donc très efficaces, à condition de pouvoir maîtriser le bout d'aile. Si on a une aile rigide, les efforts sont tels que la structure doit être trop renforcée et ça ne devient plus intéressant. Et donc, c'est le point de départ de tout un tas d'améliorations sur l'aile, finalement. Il y a d'autres projets en cours aussi sur imiter d'autres fonctions de plumes, carrément piloter les bouts d'ailes de manière plus élaborée. En tout cas, cette démonstration-là consistait juste à libérer les bouts d'ailes et de pouvoir les remettre, de pouvoir les redresser aussi pour le parking à l'aéroport, au tarmac, parce qu'une grande envergure, c'est problématique aussi pour les installations aéroportuaires. Donc tout ça est travaillé et le futur avion aura sans doute des ailes de ce type. Ensuite, un petit tour d'horizon sur un exemple qui s'appelle Bionic Partition, qui lui se situe dans la cabine. Donc là, les travaux qui ont été faits en partenariat avec des développeurs de code, de logiciels. C'est de l'optimisation de structures topologiques avec des algorithmes spécifiques qui ont été inspirés par le développement des champignons et qui ont permis de dessiner des structures en fabrication additive pour remplacer les parois de séparation des cabines de manière extrêmement légère et tout en ayant la même rigidité, la même fonctionnalité. Et donc, c'est un projet qui a été très intéressant pour aller chercher un peu les limites, aller inspirer d'autres projets, développer les outils et les capacités. Et donc, on est sur des conceptions qui sont toujours en cours. Il faut après que ça rendre le produit industriel, ce qui est une autre difficulté. Mais en termes de conception, ça a tout à fait montré son intérêt. Un autre exemple d'optimisation topologique, c'est un travail qui a été réalisé sur la zone qui est la zone de repos de l'équipage, qui se situe derrière le cockpit, qu'on appelle le Flight Crew Rest Compartment, et qui est
est attaché finalement au cadre de la structure primaire par des fixations rotulées qui sont donc de cette forme à l'origine et qui ont été travaillées avec deux approches, et ça c'est intéressant aussi. C'est une approche très logicielle, on voit en bas, et donc avec des formes très complexes, et une approche un peu plus manuelle, mais en utilisant des méthodes de calcul un peu plus bio-inspirées de ce que font les arbres, par exemple, dans la transmission des efforts. Donc d'autres méthodes un peu moins standards pour designer les produits. Et donc, on arrive à des choses comme ça qui sont beaucoup plus légères. Donc, on part de 242 grammes et on arrive soit à 166, soit 190 grammes avec des stress qui sont équivalents à la pièce d'origine. Et ce que l'on a vu ici qui est intéressant, c'est aussi l'effort engineering. Finalement, il se trouve que à la main, de manière analytique, on a un effort engineering assez rapide pour designer une pièce par cette méthode, alors que là, c'est très très long par les logiciels. Et en fin de compte, des fois, il faut pas forcément aller vers le maximum de complexité. Le biomimétisme peut être à la portée d'un travail manuel aussi. C'est ce qui est intéressant, je trouve, dans la comparaison qu'on voit ici. Et donc, c'est ce que j'écris, Human Designer is of major importance. On n'a pas encore trouvé le logiciel qui remplace l'humain pour ce sujet. Un autre exemple sur les entrées d'air le long du fuselage. Donc ces entrées d'air qui sont soumises des fois à de fortes vibrations parce qu'on a des pièces mobiles aussi qui sont censées maîtriser le débit d'entrée. Donc là, un projet avec l'Université de Brême qui a consisté à essayer de trouver différents modèles d'intérêt biologique sur de l'entrée de fluide. Le modèle retenu, c'était celui du faucon et la narine du faucon en particulier, puisque quand le faucon plonge à plus de 200 km/h, sa narine lui permet de continuer de respirer malgré la vitesse. Et c'est ce qui a été reproduit à l'échelle d'un avion et analysé en CFD pour se rendre compte qu'effectivement, on arrivait à calmer la vitesse de l'air et les turbulences pour arriver à faire entrer dans l'avion un air qui n'est pas trop chargé en énergie et qui est plus facile à conditionner derrière. Donc c'est des sujets très intéressants qui méritent d'être creusés encore un peu plus en détail pour pouvoir ensuite, imaginons, réaliser ce genre de pièces. Les shark skin qu'on appelle riblets en interne Airbus, c'est une innovation qui repose sur l'observation des écailles du requin qui sont hydrodynamiques et qui finalement par extrapolation ont donné lieu à la mise en place de petits sillons, de micro-sillons. Là on voit l'image d'un cheveu. Donc ce sont vraiment des sillons à l'échelle de 100 micromètres à peine qui sont déposés sur des grandes surfaces. Donc là c'était sur les ailes et aussi sur le fuselage, il y a eu des essais. Et donc qui consiste en fait à canaliser la turbulence et qui mettent en évidence quelque chose qui est contre-intuitif jusqu'à présent, qui consiste à dire qu'une surface lisse n'est pas la meilleure surface aérodynamique pour avoir un flux laminaire. En fait, on peut avoir une surface texturée qui fait mieux sur les filets d'air qu'une surface lisse, et donc qui produit des gains en termes de traînée. Donc là, le projet qui a été réalisé, qui a montré une TRL6, une maturité TRL6 assez élevée quand même, c'est tout un dispositif industriel d'application de ces riblets, donc à base d'un rouleau à 3 étapes qui dépose un coating thermoplastique, qui le chauffe, qui le matrice et qui finit par faire des produits très propres et donc qui permet ensuite de faire des trades par rapport aux différents avions en fonction de ce qu'on gagne, la complexité de la dépose, etc. C'est un sujet qui a dernièrement aussi émané dans les médias, donc par rapport à Lufthansa Technik qui eux appliquaient des stickers. Donc c'est une technologie un petit peu différente basée sur le même principe. Un exemple sur les spoilers. Donc les spoilers sont les surfaces qui se soulèvent au moment de l'atterrissage pour casser la portance. Ils sont utilisés aussi en vol pour freiner l'avion ou dans certains cas de pilotage. Donc ces spoilers sont des structures qui sont des panneaux composites avec des nids d'abeilles en structure alvéolaire à l'intérieur, en âme, et des pots en carbone qui les ferment. Et là, l'objectif, c'était de partir sur autre chose, essayer de chercher quelque chose de monobloc, imprimé en 3D one shot, et qui ait le même ratio de légèreté, résistance, et qui permette finalement de faire la même fonction. Et donc le travail
qui a été mené ici sur ces nénuphars géants a abouti à ce dessin et qui arrive à gagner de la masse malgré la légèreté des nids d'abeilles qu'on connaît. Et donc a démontré, voilà, en termes de calcul, une distribution de charge très très intéressante. Il y a eu des prototypes imprimés en 3D, non pas sur des matériaux définitifs. L'objectif était de le faire en métallique titane, mais pour l'instant, c'est pas encore possible d'avoir les moyens de production à cette échelle et à cette qualité, on va dire, requise, qui permettent encore de le faire. Mais la technologie avançant à grands pas, c'est quelque chose qui sera peut-être réalisable dans les années à venir. Donc un peu la façon dont on essaie de l'approcher, le biomimétisme, nous, là, au sein d'Airbus, pour l'instant, c'est de communiquer en interne, en externe aussi, pour inspirer les gens à cette approche. C'est dans l'esprit de ce qui se passe aujourd'hui, faire connaître l'approche qui a vraiment de la valeur. Puis ensuite, pour ceux qui veulent l'appliquer, il y a pas mal de choses aussi à apprendre. Il faut se familiariser, il faut apprendre les méthodes, connaître le réseau, pour pouvoir ensuite proposer des use cases et démontrer la valeur. Donc ça, c'est un petit panorama de use case que je vous ai montré, on en a d'autres. Et l'idée, c'est de déployer ensuite de manière à plus long terme. Donc, il existe certaines sociétés qui ont mis le biomimétisme de manière structurelle dans des équipes d'innovation. Je pense que c'est une approche intéressante qui pourrait être aussi mise en place chez Airbus. Aujourd'hui, c'est un peu dispersé dans des équipes d'innovation qui voient l'intérêt étape par étape, mais il y a des potentiels d'organisation un petit peu plus long terme. Voilà, donc tout ça, c'est partie de la curiosité et il faut pas hésiter à aller poser des questions, chercher ailleurs, et il n'y a pas de mauvaises questions, et observons ce qui nous entoure, ça peut donner de très bonnes idées. Les questions peut-être pour plus tard, je crois, donc je termine là-dessus et puis je vais laisser la main maintenant à Sylvain Michel du CNES. Très bien. Merci beaucoup, Maxime, pour ces exemples très concrets et très inspirants de la façon dont vous avez utilisé le biomimétisme chez Airbus. Juste avant de passer la parole à Sylvain, justement, je voulais vous rappeler qu'on va faire une session de questions juste après l'intervention de Sylvain, et vous pourrez donc questionner nos trois intervenants. Donc, n'hésitez pas à commencer à poser des questions dès maintenant sur le chat et que je pourrai relayer tout à l'heure. Merci beaucoup. Je passe la parole à Sylvain pour passer au domaine du spatial avec le CNES. Merci Eric, très volontiers. Alors, on va rester quelques temps sur cette planche de titres, ça ne va pas étonner. Alors, pour vous présenter le programme de recherche bien inspiré du CNES, vous pouvez présenter des belles slides avec une belle histoire associée. Et ce n'est pas ce qu'on a choisi avec le CBIOS, notamment lorsqu'on a présenté ça à 2000 Expo en octobre 21. Je me suis même permis de laisser ces références-là sur cette slide, puisque c'est la même histoire sous l'angle de la transparence qu'on va vous livrer. Donc, pour le CNES, ça a commencé début 2018. Mon prédécesseur s'est intéressé à la bioinspiration, au biomimétisme, en jouant le rôle d'éclaireur de mon équipe. Et on a demandé au CBIOS de brosser un panorama des applications possibles dans le spatial. Donc, pour cela, on a organisé fin 2018, début 2019, 3 ateliers au CNES Toulouse, avec une animation collégiale du CBIOS, certes, mais aussi avec BioXEJ et Big Bang Project, pour sensibiliser à la démarche, rechercher des périmètres de projets démonstrateurs pour faire du biomimétisme. Donc, au début, enthousiasme, une vingtaine de participants. Deuxième atelier, 14. Et le troisième, j'ose à peine le dire, mais disons 4 ou 5 personnes en dehors des organisateurs. Et là, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Et en fait, on décide je ne vais pas vous dire encore, pardon. Moi, dans un monde parallèle, je ne connais pas du biomimétisme, mais je m'occupe pour l'espace durable, donc des technologies en rupture, et notamment, on organise un atelier sur la gestion du trafic spatial. Très problématique de gestion du trafic, peut-être vous êtes au courant, avec plus de 100 millions d'objets de plus d'1 millimètre, de débris notamment. Et spontanément, un peu de créativité, j'ai des collègues qui mettent des post-it sur les bancs de poissons, sur les fourmis. On sait qu'en atelier créatif, je ne vais jamais jeter les post-it, mais ma tentation est grande parce que je ne sais pas quoi en faire. Et vraiment, ce tas de post-it prend la poussière sur mon bureau jusqu'à ce que mon collègue de mon équipe me relance un appel à idées avant d'enterrer le biomimétisme au CNES en réunion d'équipe. Je pense que c'est un témoignage vraiment sincère. Et là, bon, vous
connaissez la blague, hein, je ne sais pas que je fais pas un pas en avant, mais tout le monde fait un pas en arrière sauf moi. Donc, bah, ok, banco, essayons de voir si on ne peut pas utiliser des approches bien inspirées pour contribuer à résoudre la problématique de gestion du trafic spatial. Donc, on se lance, et là, on peut enfin passer à la planche, puisque la raison pour laquelle aussi je n'ai pas fait un pas en arrière, c'est que j'ai lu ce rapport CEBIOS, issu des 3 ateliers que je vous ai précités. Voilà, c'est la page 12 de ce rapport de 2018. Et vous voyez, après la présentation d'Airbus et de CEBIOS, je pense que c'est évident pour vous. Pour moi, ça n'était pas du tout, qu'on peut utiliser une approche bien inspirée pour faire des matériaux composites, autocicatrisants, pour transmettre des données, de l'énergie, etc. Alors que moi, j'étais resté à pas de vie dans l'espace. Donc, pourquoi aller chercher de la bioinspiration? On passe à l'action et on décide de faire un premier atelier, enfin un atelier test sur un sujet au centre de la problématique gestion du trafic spatial qui est identification à distance. On peut passer à la planche d'après, pardon. Voilà, c'est l'atelier en haut à gauche. Alors, du coup, vous voyez qu'il y en a d'autres. Et donc, ça a marché. Et c'est pour ça aussi que je suis là. Donc, on a mis en place quelques règles du jeu, notamment d'entrée, on voulait que ce soit des ateliers internes CNES, avec des salariés CNES, des gens qui ont des vrais projets, des vrais projets, bien sûr, mais des vraies problématiques. Voilà, essayer de montrer si la méthode permet de répondre à une problématique concrète rencontrée, avec des ingénieurs CNES qui maîtrisent l'état de l'art, le as usual, ingénieur, système, architecte satellite, etc. À chaque fois, on a instauré qu'on est passé par le CEBIOS, qui nous semble être un acteur servant les intérêts publics et très bien placé dans l'écosystème. Et le CEBIOS présente toujours l'approche de la méthodologie pour casser les éventuels a priori qu'on pouvait avoir sur le fait que c'est pas sérieux, que c'est pas une approche scientifique, pas du tout. C'est très sérieux. Il y a beaucoup de travaux de recherche. Toutes les productions du collectif sont distribuées aux participants. Ça, je pense, c'est une bonne pratique. Et à la fin, un rapport, à l'image du premier rapport, qui en plus, moi, m'avait permis de comprendre tout l'intérêt. Donc, on a continué à documenter l'approche. Donc, en tout, à ce jour, vous voyez, on a organisé 5 ateliers. Et je vais revenir plus en détail sur le premier, hein, rassurez-vous, dont 3 sur 2 jours. Donc, vous voyez, identification à distance, essaim de satellites, en bas à gauche, recyclage en orbite, en bas à droite, cybersécurité, et le dernier en date, intelligence, au pluriel, intelligence collective, notamment. Alors, à quoi ça ressemble beaucoup de choses à dire. 80 salariés du CNES aujourd'hui ont participé au moins à un atelier. On a même convié quelques externes dans certains ateliers, des scientifiques, des acteurs de l'économie circulaire. Et là, je vous propose de partir d'un exemple concret, planche suivante, s'il te plaît, sur le premier atelier. Voilà. Problématique de départ. Les objets spatiaux n'ont pas conscience de leur environnement. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais c'est un peu comme des enfants qu'il faut tenir par la main. Et puis, il faut leur dire comment se déplacer en allumant leur propulseur, très généralement. Mais ils ne savent même pas pourquoi, en fait. Bien sûr, la conscience d'un objet, c'est un sujet en soi, mais même en dehors de ça, voilà, ils n'ont pas de capteur, très généralement, qui leur permet d'avoir une conscience, une connaissance, je devrais dire, de l'environnement. J'ai déjà intégré le langage bio-inspiré en disant conscience. Donc, pour ça, on a des télescopes, des radars sur Terre, plus rarement en orbite, qui ont bien sûr leurs limites en termes de performance. On ne voit pas les plus petits objets à partir des télescopes notamment. Et même les radars ont leurs propres limites. Et puis pour ça, pour traiter toutes ces informations qui viennent de tous ces capteurs, il faut des gros data centers, des algorithmes élaborés. Et puis aussi, il y a l'homme dans la boucle qui décide à la fin est-ce qu'il faut faire une manœuvre d'évitement de collision ou non, suivant ces informations-là et suivant les probabilités qui sortent de l'application de ces algorithmes. Bref, c'est une complexité qui va croissante avec le niveau d'encombrement des orbites qui augmente, l'arrivée des méga-constellations en orbite. Et avec mon équipe, on a une intuition finalement. Et si les satellites avaient connaissance, avaient conscience, j'ose le mot, de leur environnement, alors ils pourraient être plus autonomes et éviter eux-mêmes les autres occupants de l'espace. À la clé, on voit qu'il y a des économies d'infrastructures, de moyens, et puis toutes les vertus d'un écosystème d'utilisateurs de l'espace doté de fonctions sociales. Donc plus résilient, plus réactif, etc.
Donc, quand on fait la démarche de bioinspiration avec le CBIOS, on voit au centre de la slide qu'il y a au moins deux axes d'exploration. L'identité, c'est quoi l'identité dans le vivant, au niveau d'un individu, d'un sous-groupe, d'un collectif, et c'est quoi la communication? Comment on échange des informations en termes de support, de codage, d'énergie, comment on détecte qu'un tel est un partenaire, qu'un tel on est sa proie, etc. Donc, ça a amené le CBIOS à explorer à plusieurs échelles les marqueurs d'identité dans le vivant, l'information génétique, bien sûr, les sécrétions physiologiques, phéromones, odeurs, les sécrétions morphologiques, empreintes digitales, fond de l'iris de l'œil, les stratégies comportementales, etc. Et en tout, on a exploré quand même sur cet atelier 17 exemples biologiques et on est même allé un peu plus loin sous forme, on a essayé d'aller un peu plus loin, c'est la planche, non, on va rester là, pardon, j'y reviendrai sur la planche d'après, pardon, en termes d'action de recherche technologique. Et quelques exemples directement issus de l'atelier, c'est la partie droite de la slide. Donc, on s'est dit, alors prenez ça comme des concepts, hein, ni plus ni moins que des concepts, mais malgré tout, en une demi-journée, arriver à ça, avec des experts CNES. Donc, sur le modèle du papillon morpho, par exemple, on pourrait imaginer marquer chimiquement les ergols de chaque satellite et aussi, donc, ils les rendraient uniques par cette signature-là, signature chimique. Et en même temps, on pourrait équiper les satellites d'un nez. Et c'est quoi un nez en termes technologiques? C'est un instrument hyperspectral, par exemple, qui arriverait à détecter ces traces d'ergols. Et puis ensuite, là, c'est le début de la complexité. Une fois qu'on a détecté une trace en fonction de sa densité, on pourrait faire de la rétropropagation d'orbite et imaginer, déduire où était l'objet lorsqu'il a émis cet ergol-là. Bon, je ne sais pas à quel type de performance on arriverait, on est resté au niveau concept, mais c'est un concept qui nous a paru quand même assez puissant. Bien sûr, on pourrait aussi développer des capteurs bien inspirés de la mouche. C'est même ce que Prophétie a fait. D'ailleurs, on s'est rapproché de cet acteur il y a 2 mois pour éventuellement aller plus loin ensemble sur des technologies d'observation de l'espace. On pourrait aussi effectuer un panorama des stratégies d'émission et de réception du vivant, afin de s'en inspirer pour la communication entre satellites. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer que ces satellites communiquent en bougeant le panneau solaire? Voilà. Alors bien sûr, peut-être qu'en face, il faudrait aussi qu'ils arrivent à capter ce mouvement-là avec une caméra rudimentaire. Bon, un nouveau concept. Et aussi, on pourrait s'inspirer de la zoosémiotique, qui est l'étude des modalités du langage biologique, zoosémiotique, et des vrais experts, et notamment en France, c'est deux, c'est mieux que moi, pour élaborer de nouvelles stratégies de codage de l'information. Aujourd'hui, on est tout sur la radiofréquence, au sens large, avec le laser. On pourrait imaginer, là aussi, s'inspirer du vivant pour aller vers d'autres protocoles de communication. Et donc, on peut passer à la dernière slide. On essaie d'aller un peu plus loin. On a défini des propositions de R&T basées sur ces ateliers, notamment définir des capteurs bioinspirés, définir des protocoles de communication. Pour l'instant, elles n'ont pas pu, c'est là où l'histoire redevient un peu contrastée, on n'a pas réussi à cause d'un état de maturité insuffisant rentrer dans ce processus-là, mais les acteurs internes CNES ont été très intéressés par la démarche, sont très intéressés. On est en train de chercher un autre processus interne, peut-être sous forme d'études métiers, pour aller plus loin, pour monter le niveau de TRL, de Technological Readiness Level. En bas de la slide, c'est un peu le fantasme, le Graal, à mon avis, sur ce chemin-là, c'est arriver vers un satellite recyclable bioinspiré. Et pour cela, on ne reste pas à fantasmer, on essaye d'avancer sur un élément qui nous semble important, qui est un élément d'outillage de la démarche. Comment outiller la démarche de bioinspiration pour arriver à concevoir des systèmes complexes. Alors, on a une action qui est en cours de définition, dont je ne peux pas encore vous dire parce qu'il y a un aspect contractuel qui m'en empêche, mais on a bon espoir d'avancer sur ce chemin-là avec un acteur qui développe des solutions d'ingénierie augmentée. Parce que pour nous, la bioinspiration, comme d'autres types de technologies, en fait, ça peut aider à faire un ingénieur système augmenté en l'occurrence par la nature, c'est-à-dire qui pourrait intégrer via un outil tout le retour d'expérience des milliards d'années de l'évolution qu'a très bien présenté Félix. Voilà. Donc l'ambition est très haute, le chemin est probablement très long. J'ai bien vu sur la slide d'avant
Pour Airbus, ça avait pris plus de 20 ans pour quelque chose qui semble effectivement de doter de bon sens, c'est-à-dire le voyage en escadrille, enfin les transports en escadrille, mais on se permet quand même d'avancer sur ce chemin-là. Très bien, merci beaucoup. Merci à nos trois invités pour ces témoignages qui ont bien démontré finalement ce que Félix nous avait promis au début de l'intervention, c'est-à-dire que le biomimétisme, c'est pas une philosophie, mais c'est vraiment une méthodologie très concrète, un outil qui vous permet d'innover dans vos différents projets. Donc là, on va passer à la phase questions. Donc, vous pouvez continuer à les mettre sur le chat par écrit et je vais les reporter. Moi, du coup, j'avais repéré on va commencer par une première question sur l'organisation, puisqu'on voit bien que finalement, ce sont des démarches qui sont nouvelles et qui mettent en œuvre des compétences transversales. Donc, c'est toujours compliqué dans les organisations. Et une première question pour Maxime, qui a un peu évoqué le sujet. Comment vous vous êtes organisé chez Airbus autour du biomimétisme et comment vous pensez vous organiser par la suite? Mais aujourd'hui, c'est vraiment on va dire les équipes d'innovation qui ont pu porter ça et les équipes de R&T. Donc il n'y a pas de structuration vraiment avec un domaine dédié au biomimétisme, ça n'existe pas. Mais finalement, c'est le fait de faire connaître le sujet qui permet d'intégrer de nouveaux acteurs des fois dans des partenariats innovants avec le CBIOS ou d'autres consultants qui peuvent faire l'organisation du workshop parce que finalement, on a les compétences en interne en général multidisciplinaires. Moi, j'ai travaillé personnellement sur un sujet qui fait appel à de l'acoustique, de l'aérodynamique, de la structure, de la fabrication, de l'ingénierie. Et on arrive à rassembler ce pool de compétences en interne. Par contre, pour aller explorer de la donnée biologique, même si on applique la méthode, elle n'est pas très facile à appliquer sans l'avoir expérimenté auparavant. Donc, il y a tout ce travail d'abstraction, d'analyse fonctionnelle qui mérite d'être accompagné. C'est là où on commence à aller chercher de l'accompagnement. Ensuite, la recherche biologique, en général, on l'externalise aussi parce qu'on n'a pas tellement de gens qui sont capables de savoir où aller chercher et comprendre un petit peu le type de publication. Et après, on revient sur une nouvelle abstraction qui est celle de la publication biologique pour le rapatrier dans notre univers. Et là, effectivement, on reprend la main sur nos différents spécialistes pour arriver à trouver des concepts. Et si parmi ces concepts, il y en a un qui ressort, en général, c'est là où on commence à rentrer dans du processus plutôt TRL, recherche, où on va refermer l'entonnoir pour essayer d'en faire un produit. Okay. Donc, c'est un peu le processus. Sylvain Oui, j'aimerais en profiter pour rebondir. Maxime, merci. Et au CNES, je pense que le témoignage est assez similaire. Et la stratégie justement d'impliquer les ingénieurs, les salariés du CNES dans les ateliers eux-mêmes, elle commence à payer. Je n'ai même pas cité, donc j'en profite. Ouais. On a une R&T sur les métaux recyclables pour l'emballage de ce qui est amené à bord de la station spatiale internationale et qui va avoir une approche bien inspirée. Ça ne vient pas de moi, de la innovation du CNES. C'est un résultat de l'essaimage interne, pour ainsi dire. De la même façon, le Spaceship, qui est le projet qui encadre les développements de technologies pour la Lune, assez naturellement se rapprocher d'un cabinet d'architecture bien inspiré qui va étudier un habitat lunaire recyclable. Et on a encore d'autres exemples qui arrivent. Donc, moi, je pense que c'est une clé du succès d'impliquer, de ne pas réserver ça à une cellule d'innovation, oui. Mais d'impliquer des ingénieurs, projets, métiers. Directement. Super. Alors, une double question que je vais poser à Félix, et puis vous pourrez réagir aussi. Donc là, les témoignages qu'on a eus étaient très clairs et très inspirants, mais ils viennent plutôt de grandes organisations, on va dire. Est-ce que le biomimétisme est un outil qui peut être utilisé aussi dans les PME? Donc ça, c'est la première question. Et je joins pour gagner du temps une deuxième question qui est un peu annexe. Le biomimétisme, donc ça facilite l'innovation. Est-ce que ça peut faciliter à la fois l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture, ou est-ce que c'est plutôt favorable dans un cas que dans un autre? Alors, très bonne question. Je vais commencer par la deuxième. Ça dépend de la question qu'on pose au vivant. Si je pose la question de comment le vivant communique, la question est tellement largement posée qu'on peut se permettre d'être vraiment dans le disruptif. Si je pose la question de comment le vivant transmet tel courant électrique dans tel capteur,
on va être beaucoup plus précis, avoir de fait beaucoup plus de possibilités d'aller rapidement à un POC ou à voilà, une innovation, mais de fait, avec probablement une ambition d'innovation un peu plus incrémentale. Donc c'est vraiment cette manière voilà, de traiter une problématique technique qui joue en fait sur la capacité du biomimétisme voilà, permettre de l'innovation. Et il y a les deux, en fait, les deux sont complémentaires. Le sujet, c'est vraiment de se rendre compte que ce monde biologique est durable, mais que ce changement de paradigme ne peut pas se faire en un jour. Donc c'est vraiment une idée de boussole. Voilà. Il se trouve que les tendances biologiques nous inspirent dans voilà, un but long terme, mais il faut bien commencer quelque part. Et cet outil-là de biomimétique, de venir finalement déverrouiller des verrous technologiques sur des problématiques beaucoup plus précises, bah, ce seront les marches qui nous mènent potentiellement vers des questionnements de plus en plus fondamentaux de technologies conventionnelles ou de manière d'appréhender des sujets. Et sur la première question, il est vrai qu'aujourd'hui, cette méthode est bien plus adaptée en fait à voilà, la capacité d'innovation de grands groupes parce que c'est un processus qui peut être relativement lourd, comme tous les processus d'innovation, toutes les méthodes d'innovation, voilà, nécessitent d'y passer du temps, de mobiliser un certain nombre de compétences. Voilà, on prône absolument la pluridisciplinarité, rassembler vraiment le maximum de parties prenantes autour d'un projet. Pour un satellite, voilà, il faut ramener tous les ingénieurs du CNES, il faut ramener les manufacturiers, il faut ramener les gens qui conçoivent les technologies qui seront intégrées dedans, potentiellement les astronautes, etc., parce que tous ont leur mot à dire et peuvent participer de l'idéation autour de la reconception des produits. Mais on peut aussi voir, du coup, au regard des PME, voire de start-up, cet outil de deux manières différentes. Un, pour re-questionner finalement nos choix, nos préconceptions, et je peux vous assurer que voilà, l'innovation, c'est vraiment cette manière de casser des préjugés, des manières de voir, des silos en fait que notre société, voilà, que notre industrie de base propose. Et le deuxième point, c'est que c'est vraiment un générateur de projets. Comme disait très bien Sylvain, la maturation d'un projet lui inspiré est semée d'embûches, mais quasiment aucune, voire aucune, ne sont des embûches qui sont relatives au fait que ce soit bien inspiré. Simplement la course normale d'une maturation de technologie. Et donc c'est vraiment, en ce sens, un formidable outil en fait de générer des projets et de manière systématique. C'est ce qui fait un peu sa puissance. Super, merci. Je vais rebondir d'ailleurs sur ce que tu viens de dire, Félix, pour expliquer la suite de ce webinaire, puisque l'objectif, c'est justement de pouvoir favoriser les initiatives et les nouvelles démarches de bioinspiration dans les PME membres d'Aerospace Valley. Pour ça, il y a un partenariat qui est fait avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, alors pour tous ceux qui sont en Occitanie, du coup, vous ne pourrez pas bénéficier directement de ce partenariat-là, mais venez quand même nous voir pour que nous, Aerospace Valley, on puisse vous accompagner dans ces démarches. L'idée, c'est de pouvoir vous déclarer en répondant au mail qu'on va vous envoyer à la fin du webinaire pour déclarer votre intention, votre problématique. Et suite à ça, avec Félix, on va pouvoir organiser des ateliers en plus petit comité pour vraiment prendre en main l'outil, parce que c'est vraiment un outil, une méthode, donc faut le mettre un peu les mains dedans pour se rendre compte de ce qu'on peut faire. Et ensuite, pour ceux de Nouvelle-Aquitaine en tout cas, pour les autres, on verra comment trouver d'autres dispositifs. Mais pour ceux de Nouvelle-Aquitaine, il y a un appel à projet qui est en cours en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle l'innovation par le design bio-inspiré dans l'industrie. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut pour les thématiques d'aujourd'hui. L'appel à projet est ouvert en continu jusqu'à la fin 2022 et vous pourrez déposer un dossier pour obtenir un financement pour vous aider à vous lancer dans cette démarche-là. Donc, on rappelle bien, c'est une démarche d'innovation avant tout, un projet d'innovation qui va s'appuyer sur la méthodologie de bioinspiration. Alors, j'en profite, on a encore 2 minutes pour les questions. Pour reposer une question à nos deux témoins d'Airbus et du CNES. Quand vous avez commencé à parler biomimétisme dans vos structures, est-ce que vous avez eu des difficultés pour faire passer le message, pour intéresser, presque pour démontrer que c'est une méthode, on va dire, qui va être
carrée, sérieuse et utile et qui va donner des résultats, ou est-ce que ça s'est passé plus facilement et quel a été le retour de vos collègues en fait? On peut vous poser votre question. Alors peut-être Maxime à distance et puis après on passera à Sylvain. Oui, bah, en termes d'intérêt et de motivation et d'émerveillement, c'est un sujet qui a un gros potentiel. Donc là, il y a pas mal d'exemples, voilà, qui sont assez inspirants et de belles images. Et donc, on peut profiter de cette approche complètement nouvelle pour vraiment attirer l'intérêt des personnes et les faire rêver. Et donc, par la démonstration aussi de choses existantes. Donc, cette première approche communication, j'ai envie de dire qu'elle est plutôt facile, entre guillemets, d'avoir des gens qui ouvrent grand les yeux. Mais derrière, ça demande quand même beaucoup d'énergie pour sortir les gens de leur projet mainstream et justement de faire un pas de côté et d'oser aller voir ailleurs, d'oser ne pas considérer qu'ils perdent leur temps à s'amuser avec du biomimétisme et un reportage animalier. C'est pas ça. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on insiste. Et moi, ce qui m'a beaucoup convaincu, c'est l'aspect normatif, méthodologique, structuré de tout ça et pas juste un panorama de produits qui font rêver, qui sont chouettes et uniquement de la communication. Et c'est ça le deuxième levier finalement qu'il faut mettre en avant, c'est la présence de partenaires qui peuvent nous accompagner, demander une offre, etc. Et quand on a envie de faire un projet comme ça, moi, je dois le présenter à toute une série de managers, comme vous l'imaginez, à Airbus. Et donc, apporter quelque chose, un dossier structuré avec une véritable feuille de route, on va dire, sur un projet donné et des acteurs identifiés, ça permet de passer à la suite. Il faut vraiment utiliser ces deux temps. Et la deuxième étape consiste à monter un projet qui soit bien inspiré ou non. En tout cas, c'est toujours pas mal d'efforts de vouloir créer quelque chose de nouveau, quoi. Et de trouver la disponibilité des acteurs, même s'ils sont en interne. Ça marche. Sylvain, une minute pour le Oui, TMH Trépage, puis j'en ai parlé, nous on a failli abandonner parce qu'au-delà de l'émerveillement, effectivement, qui est généré par la nature, après, et je pense que le fait que l'espace n'est pas un lieu propice à la vie, ça a bloqué. Nous, ce qui a débloqué, c'est qu'on aille vers des problématiques qu'on rencontre. Et chacun des ateliers, je n'ai pas insisté là-dessus, mais identification à distance, voilà, pour améliorer la gestion du trafic spatial, une forme d'autorégulation, comment on crée ça, et satellite, comment on fragmente l'architecture des satellites pour qu'ensemble, ils remplissent une fonction. Recyclage d'orbite, voilà, c'est une autre façon de résoudre le problème de l'espace durable. Comment je recycle les matériaux, je les rends tous cicatrisants. Cybersécurité, comment je réponds à une attaque dont la signature est inconnue et en tant qu'agence vitale, il faut absolument qu'on soit hyper résistant à ça. L'intelligence collective, c'est comment je résous un problème avec une architecture distribuée. Donc, à chaque fois, c'est des gens qui avaient une problématique, des ingénieurs, sur laquelle ils butent, et on leur dit, bah, regardez, peut-être qu'on a une voie pour aller vers une solution. Et c'est ça qui les a fait venir. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, et ça, Félix, je connais très bien, on a tous, bien sûr, un rapport à la nature, bon, différent suivant les individus, mais aux mammifères, aux gros éléments du vivant. Et moi, c'était ma grande surprise, et je trouve ça super intéressant, de voir qu'il y a beaucoup de solutions, de fonctions qu'on ignore parfois, dans les champignons, dans les bactéries, dans le microbiote, c'est ça, finalement, mais qui finalement est des espèces hyper dominantes sur Terre. Oui. Voilà. Même les espèces les plus modestes peuvent nous inspirer. C'est ça. Et ça, c'est là c'est l'un des moments où on voit toute la puissance du Cébios, notamment, qui sait explorer aussi cette partie du vivant-là. On a vu la taxonomie des espèces, et tous, on a un rapport au vivant, alors différent sur un individu, mais qui est, je pense, sur une petite fraction de ce vivant-là. Très bien, super. Bon, merci beaucoup à nos témoins et qui, j'espère, vous auront donné envie de vous lancer dans ce type de démarche. Et donc, on a eu des témoignages qui ont montré à la fois tout le potentiel, puis même la difficulté, la façon dont il faut faire bouger les choses en interne pour amener ces projets qui sont avant tout des projets d'innovation. C'est surtout ça qui est essentiel à retenir. Donc, on espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans la démarche du biomimétisme. Et si c'est bien le cas, prenez contact avec nous suite au message qu'on va vous envoyer à la fin du webinaire pour qu'on puisse avancer dans les prochaines étapes. Merci à nos intervenants et nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.